Sandra, Carmen, Yasmine, Aing. Nous allons avoir 20 minutes pour échanger sur ces partages d'expériences très enrichissants que nos intervenants viennent de nous exposer. Je prierai à ceux qui posent des questions de se présenter très brièvement et de passer directement à leurs questions parce que notre temps est assez limité. Il faut donner l'opportunité à tout le monde de s'exprimer. C'est une question un peu d'ordre général dans le cadre de ce colloque par rapport à des choses qui m'interpellent. On a vu depuis hier deux grandes formes d'agriculture urbaine. Il y a la première que je dirais l'agriculture urbaine de projet, qui est ce qu'on vient un peu de voir et ce qu'on a vu aussi dans différents cas comme à Bobo où les communes s'engagent pour appuyer de l'agriculture urbaine, souvent dans des formes de sacs, des formes hors sol. Ce que je trouve très bien, notamment par rapport aux types de populations qui sont visées, souvent des populations vulnérables. Et on a aussi un deuxième type d'agriculture qu'on a bien vu hier sur l'agriculture qui est déjà présente, que les gens développent de manière spontanée, qui a une histoire, qui est comme les rizières à Madagascar, les élevages à Bobo-Dioulasso, à Dakar, les Niayes. Et en fait, j'ai une question, c'est est-ce que finalement ces projets, cette agriculture de projet et l'affichage que les communes en font, les communes font dans l'appui à ces projets, est-ce que ça risque pas un peu d'éclipser totalement la grande problématique de l'agriculture urbaine, j'ai envie de dire l'historique, qui disparaît sous l'urbanisation, comme on l'a vu ici avec les rizières, les Niayes au Sénégal, les menaces sur l'agriculture aussi à Bobo, à Lomé, on a vu des schémas assez parlants. Donc, et est-ce que ça dédouane pas aussi un peu les communes d'afficher cet appui à l'agriculture urbaine de projet et du coup un peu en éclipsant cette agriculture urbaine qui existe déjà. Et du coup, ça me renvoie un peu à ce qu'il va y avoir derrière une session avec les bailleurs aussi sur les types de financement, parce que finalement, les bailleurs ont peut-être aussi un rôle à jouer là-dedans. C'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un biais dans le financement où on veut afficher aussi des agricultures qui sont visibles, facilement développables, rapidement, et c'est beaucoup plus facile que de financer de l'appui à l'agriculture qui existe déjà, où c'est des situations complexes qui font intervenir des questions foncières. Et donc des situations innovantes, séduisantes de projets, c'est sûr que c'est mieux, plus vendeur. Et pourtant, on a des agriculteurs qui sont là depuis des décennies et qui innovent constamment pour se maintenir face à l'urbanisation. D'accord. Et qui sont vraiment des petits génies de l'innovation. Donc, il ne faut pas les oublier. Voilà. Merci. Je pense qu'on va réserver la seconde partie de votre question pour les bailleurs, pour la session d'après. Mais la première partie s'adresse, je pense, à la commune urbaine et à l'IMV, surtout. Nous allons prendre une série de 3 questions et puis passer la parole aux intervenants. Merci. Bonjour, Olivier Banquet d'Action contre la faim. On a essayé de mettre en place l'agriculture urbaine avec Olna dans le cadre d'un centre d'action sociale et d'appui nutritionnel qu'on gère à Tana, dans le quartier Andouat à Pénac. Et malheureusement, ça a été plutôt un échec. Et on a analysé cela du fait que les populations avec lesquelles on travaille sont des populations qui sont en extrême précarité et dans un niveau de survie plus que on va dire, de vie précaire. Est-ce que, dans vos différentes expériences, vous avez évalué s'il y a un certain niveau que la population, que le ménage doit avoir pour que ce type de projet fonctionne? Merci. Merci. Une question, monsieur? La question, c'est, ça concerne un petit peu l'innovation dans l'agriculture urbaine. Pourquoi il n'y a pas de panel ou d'invité qui va parler un petit peu de l'hydroponie et de l'aquaponie? D'accord. Donc nous avons déjà 3 questions très importantes. La première s'adresse à la commune, comme je le disais. Est-ce que vous pouvez répondre en quelques mots sur ce risque d'éclipse de l'agriculture urbaine spontanée et traditionnelle qu'on a déjà dans les villes? Non, je pense que ça ne va pas faire disparaître. On ne va pas la commune ne va pas du tout piétiner le champ d'action des agriculteurs traditionnels, mais seulement puisque le rôle de la commune, c'est être au service de la population. Il y en a des populations qui
il y en a des gens qui veulent pratiquer un petit jardin potager chez soi. Il y en a des différentes familles qui veulent qui veulent créer. Donc, comme le concept d'Olna, c'est dans un espace réduit, les agriculteurs qui, en tant que tels, ils ont assez d'espace pour faire leur culture. Mais notre projet consiste à faire à être à une intervention dans une petite localité. Donc, on ne va pas du tout piétiner ou bien faire disparaître les agriculteurs. Moi, je vais juste ajouter une chose. Allô? Et c'est un débat, en fait, très intéressant parce que je pense que dans les 2 jours des colloques, on a discuté beaucoup sur les espaces verts, végétalisables, entre guillemets. Mais la problématique de la croissance démographique et la pression urbaine, c'est inévitable. C'est-à-dire, nous, on ne va pas pouvoir éviter la construction massive, on ne va pas pouvoir éviter la migration rurale, l'exode rural. Et Antananarive arrive, c'est estimé, l'arrivage de 100 000 personnes par an, 100 000 nouveaux habitants par an dans la ville d'Antananarive, que c'est sûr qu'ils ne vont pas trouver de logement et qu'ils vont s'installer dans les quartiers précaires. Donc, ce sont des thématiques très transversales, c'est-à-dire la problématique de l'agriculture urbaine touche aussi la question de la vulnérabilité sociale et des problématiques qui sont inévitables. Donc, la commune se pose des questions sur comment aborder un petit peu des solutions concrètes à court terme, mais avec ambition à long terme. Et pour répondre à tous ces 2 types de thématiques, c'est pour ça qu'ils sont installés cette sorte de plateforme qui répondent un peu à toutes les questions. Nos partenaires sont des partenaires qui ne travaillent forcément que sur les questions de l'agriculture, des producteurs, de la commercialisation des produits agricoles, sinon qu'ils travaillent vraiment sur la protection, l'éducation et la sécurité alimentaire dans les sens larges et la violence des femmes. Donc il y a plein de questions que la commune doit proposer quelque chose et qui sont des sujets qui doivent être abordés. Et la commune doit avoir une réponse, c'est pour ça qu'il mène ce programme de lutte contre l'insécurité alimentaire grâce à l'agriculture urbaine. Mais la commune même se pose des questions sur comment répondre à l'agriculture au sens large. Et là, on travaille beaucoup avec les CIRAD et pour la recherche de savoir comment on peut faire pour créer et préserver ces espaces agricoles, grands espaces agricoles, les cressonniers et les rizières, pour pouvoir créer des emplois pour ces gens et savoir que ces espaces ne sont pas seulement en capacité de création d'emplois, sinon aussi de préservation des espaces qui ont un rôle important au niveau de l'environnement. Donc la commune essaye de voir comment se faire sentir et dire ces espaces au sens large sont tout à fait complémentaires avec la problématique sociale. Donc les réponses immédiates et plus visibles, comme on disait tout à l'heure, sont peut-être les sacs de riz, etc. Mais c'est pas que ça. Ils travaillent vraiment sur les grands espaces, mais la réflexion c'est beaucoup plus complexe. Et il faut engager des autres acteurs institutionnels qui sont des niveaux de discussion beaucoup plus, je dirais, plus lourds parce qu'ils sont engagés sur la planification, sur les documents de planification. Donc tous ces débats qu'on a abordés un petit peu hier, nous, on l'aborde quotidiennement parce qu'on essaye de créer des projets liés à la riziculture, etc. Mais c'est un débat qui devrait donner tout un temps. On devrait faire un colloque sur ça. D'accord. Voilà. Donc, Merci. Merci pour votre réponse. Les collègues d'ENDA, est-ce que vous avez des commentaires à ce propos? Parce que la question s'adressait aussi à tout ce qui était projet affiché, on va dire, d'agriculture urbaine. Concernant l'intégration d'Olna et les dispositifs qu'on a décidé de diffuser aux familles, pour être clair, ça n'a pas été... Après, sûr que je ne le dirai pas, mais ça n'a pas été une façon de vendre le projet et de faire en sorte que ou l'AFD ou la Fondation Abbé Pierre nous appuient là-dessus, clairement. On a vraiment eu des phases tests où on voulait voir, nous, comment est-ce que ça fonctionnait. Et les familles ont vraiment eu un excellent retour vis-à-vis de ces dispositifs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même des familles qui n'intègrent plus le projet
qu'on a commencé à accompagner dans l'agriculture urbaine poursuivent leur pratique de l'agriculture urbaine parce qu'en effet, ça leur fait faire des économies. Et si ça leur fait pas faire des économies, c'est de l'argent qu'elles économisent sur des légumes qu'elles produisent pour varier leur alimentation. Donc, clairement, c'est des résultats qu'on a vus de nos propres yeux et qui nous ont motivés à développer à plus large échelle les dispositifs auprès de différentes familles. D'accord. La deuxième question concernait le niveau de compétence, si je puis dire, ou des conditions requises pour le succès de l'agriculture urbaine. Des réflexions à ce propos? Y a-t-il des conditions prérequises? Et moi, je pense que c'est beaucoup d'accompagnement, beaucoup de bons accompagnements, parce que ces gens, c'est vraiment dans des conditions très précaires et il ne suffit pas de les former une seule fois. Il faut vraiment les suivre, les visiter et travailler tout ce qui va autour. Donc, comme vient de le raconter Yasmine, il faut travailler sur tout l'environnement de l'habitat. Et quand il y a des personnes en situation de vulnérabilité parce qu'ils sont victimes de violences conjugales, par exemple, et là, il y a nos partenaires des expats qui sont là. Et c'est tout ce qui va autour. Et c'est beaucoup, beaucoup d'accompagnement. Parce que la pratique des sacs potagers, c'est vraiment très simple. Donc ça ne pose pas vraiment de problème. Pour moi, la vraie réponse, c'est beaucoup d'accompagnement. J'aimerais ajouter à ce que Carmen a dit. L'accompagnement que la commune apporte aux bénéficiaires, on le fait de façon régressive. Nous n'avons pas tout le temps le moyen ni le personnel à accompagner tout le long du projet les bénéficiaires. Donc, je pense que c'est la période de l'accompagnement que nous allons peut-être perdurer afin que ces bénéficiaires puissent être indépendants, à approvisionner leurs propres semences, à acheter les divers dispositifs. De la part de l'ENDA ou de Grandir dignement, est-ce qu'il y a des prédispositions, par exemple, chez les jeunes que vous formez, que vous encadrez envers cette inclination vers l'agriculture urbaine? Ou bien quel est le niveau des familles? Donc, la question principalement, c'est pourquoi certaines familles réussissent et certaines familles échouent dans la pratique de l'agriculture urbaine. Pour nos jeunes qui sont en détention, vu leur situation, on peut dire qu'ils sont très motivés parce que vu ce qu'ils mangent journalièrement. Mais après ça aussi, nos bénéficiaires, on peut ils viennent de deux endroits différents. Le premier, c'est la plupart viennent des quartiers, on peut dire, défavorisés de Tana. Et le deuxième vient généralement de la campagne. Donc, le projet est à la fois utile pour les jeunes qui viennent de la campagne parce que quand ils vont retourner à la campagne, ils auront des terres à travailler, mais avec des petits parcelles seulement, ils peuvent bénéficier de beaucoup de résultats. Et pour les jeunes qui viennent des quartiers de Tana aussi, c'est utile parce que les jeunes, quand ils vont retourner chez eux, avec le petit surface qu'ils ont, ils peuvent continuer ce qu'ils ont fait à la prison. Avec nous, les familles, c'est seulement les motivations et l'initiative qui comptent pour la mise en marche du projet. D'après les constats que nous avons vécus dans la commune, c'est que ça dépend aussi de la mentalité des familles. Puisque même si on a deux familles qui sont voisins, il y a pourquoi l'autre ils réussissent et pourquoi l'autre ils ne font rien, parce que
ils attendent que la commune soit toujours là à les aider et même à entretenir leurs plantes. Et pourtant, comme on a déjà expliqué auparavant, que non, nous ne sommes pas là tout au long de votre vie, mais pendant un certain temps, et on fasse cet accompagnement de façon régressive. À la fin, vous devrez être autonome, vous devrez être capable de produire vos semences, vous devrez être capable de changer les dispositifs que vous utilisez. Mais c'est ce que je dis, ça dépend de la mentalité des gens aussi, à prendre certaines responsabilités pour mettre en œuvre ce projet. D'accord, c'est très clair. Je me tourne vers l'IMV en particulier, qui est quand même le premier instigateur de ce colloque, je dirais. Il y a eu une question tout à l'heure qui a été posée sur pourquoi ne pas avoir inclus l'hydroponie ou l'aquaponie, par exemple, ou certaines autres techniques liées à l'agriculture dans ce colloque. Est-ce que vous pouvez vous exprimer en un mot sur ce choix? Je pense que je vais passer la parole à Christine, qui c'est notre gourou. Alors, je pense qu'il y a deux raisons. Je donnerai quelques petits éléments sur les... La première, c'est que pour développer des formes d'hydroponie et d'aquaponie, il faut déjà avoir un certain niveau technique. Et ce sont, au moins au départ, des systèmes qui coûtent relativement cher par rapport aux dispositifs que nous avons développés dans Olna. Et bon, ça ne veut pas du tout dire qu'ils ne sont pas intéressants. En Europe, on commence à travailler avec ces systèmes-là dans des quartiers vulnérables, hein, et avec un certain nombre de résultats. C'est encore à établir. Hein. Alors, ça veut quand même dire que si on veut faire ça, il vaut mieux travailler, et c'est d'ailleurs aussi un des facteurs favorables pour Olna, avec des associations, des regroupements de personnes qui pourraient finalement se former en commun. Pour ceux qui ne connaissent pas l'hydroponie, peut-être parce que peut-être il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est. Bon, c'est simplement le fait de pouvoir faire pousser des plantes sur des substrats inertes en les arrosant avec de l'eau qui contient des éléments fertilisants. Pour l'essentiel, aujourd'hui, ces dispositifs-là sont utilisés dans des serres hydroponiques relativement high-tech, on va dire, en Europe. Mais il existe des dispositifs plus low-tech, si je puis dire, qu'on peut utiliser à titre individuel. Ceci dit, ils ne sont pas encore extrêmement efficaces encore, et ils sont relativement coûteux et ils nécessitent quand même pas mal de compétences techniques, d'acquisition de compétences techniques. L'aquaponie, l'intérêt, c'est qu'à l'hydroponie, on couple l'élevage de poissons, et ce sont les déjections des poissons qui servent d'engrais aux cultures. Alors, sur le papier, c'est très intéressant, il y a des projets qui sont intéressants. Là aussi, c'est souvent des projets relativement gros, et c'est assez difficile de les miniaturiser. Alors, j'en profite, puisque j'ai le micro, rassurez-vous, je parle très longtemps, pour dire deux choses. D'une part, un des facteurs favorables quand même, et peut-être qui peut aussi expliquer pour partie les difficultés qu'il y a eu, comme Olivier le soulignait, qui existent parfois, c'est que finalement, ça marche, et c'est pour ça d'ailleurs que l'IMV c'est tout à fait judicieusement tourné vers des associations, vers des centres sociaux. Il est nécessaire pour ces familles de pouvoir se procurer des contenants, même un sac de riz. Pour un certain nombre de familles, acheter un sac de riz à chaque saison, c'est un investissement. Voilà. Donc ça, c'est vrai. Donc pouvoir mutualiser quelque part ces achats, mutualiser la production de semences, mutualiser la recherche de substrats, hein, de fertilisants et de substrats de culture, ça, c'est quelque chose qui est quand même un facteur favorable. Et un des succès qu'on a eu, c'est notamment avec les associations de femmes, les RF2, etc., qui, lorsqu'elles développent Olna, sont finalement plus efficientes tout ensemble que chacune de son côté. Je pense que AENDA, c'est aussi un petit peu ce que vous voyez. Je pense que, Monsieur Touque, je vous remercie beaucoup de votre très belle intervention. C'est aussi probablement ce que vous voyez. Merci pour vos éclaircissements. Très rapidement, nous allons passer à une deuxième série de questions avant de clôturer cette session de questions-réponses. Monsieur? Je suis de la commune de Bobo. Effectivement, en fait, il faut se dire qu'au niveau de la commune de Bobo, nous avons le volet urbain, nous avons le volet rural. Et le volet rural, c'est mis dans le volet intégration des territoires. Donc tout ce qui concerne l'agriculture en milieu rural est géré au niveau de cette structure, donc qui travaille en étroite collaboration avec les représentants du ministère en charge de l'agriculture. Et nous, c'est le volet urbain en accompagnement, comme on l'a dit, du fait que les gens quittent le milieu rural pour venir en milieu urbain. On dit ne vit pas en ville, qui veut mais qui peut. Il faut s'adapter au milieu urbain et on trouve des formes d'adaptation et aussi d'amélioration du cadre de vie. Merci.
Merci pour votre partage. Tout à l'heure, j'ai vu dans vos exemples, vous avez fait des phases tests. Et sur ces phases tests-là, vous avez énuméré les contraintes auxquelles vous avez été, ou bien les familles ont été confrontées. Et dans ces contraintes-là, j'ai vu la question de l'eau, surtout en période de sécheresse, que après, acheter l'eau coûte cher pour ces familles-là. Vu que de plus en plus, on constate que les sécheresses, ça perdure. La dernière, j'ai vu ici que ça a duré près de 8 mois. Qu'avez-vous, quelle est votre stratégie pour lutter contre cela, ou bien aider les familles à accéder à l'eau, vu que vous allez maintenant passer à la vulgarisation sur une grande échelle de votre projet? Je vous remercie. Une question au milieu et la dernière question pour monsieur. Nous intervenons à Tirabé pour un projet de maraîchage familial urbain pour 130 familles défavorisées. Dans un premier temps, on a fait donc une enquête socio-économique sur 500 familles et on a vu donc localiser les familles les plus défavorisées. Pendant la première année, nous avons eu des difficultés parce que justement ces familles défavorisées étaient habituées à recevoir des dons. Parce que la période 2015, parce qu'on a débuté en 2015, c'était donc post-électoral. Donc les gens étaient donc habitués à recevoir des dons. Donc quand nous sommes arrivés, ils nous disent, est-ce qu'on va recevoir des choses? Mais donc on a dit, non, on vient pour vous appuyer, pour vous orienter vers la culture maraîchère familiale. Et donc en deuxième année, on a donc dû relever un peu le prérequis, c'est-à-dire donc on a pris donc les familles moins défavorisées, si j'ose dire ainsi. Et c'est pour ça qu'à la deuxième année, nous avons pu avoir des résultats assez conséquents, parce que 45 familles ont pu donc avoir la démarche en permaculture. Et on a utilisé donc le jacinthe d'eau d'Antirabé là. D'accord. Oui. Merci pour votre partage d'expérience, monsieur. Yes, thank you very much for that response. I would like to also respond on the question that was raised there on when do you work with what kind of tools and initiatives and goals in terms of agriculture? Because although we are all working with citizens and people who have something to do with food, we all have to eat, but not everybody is an agriculture or interested in doing agriculture. So there are different phases and different moments and different tools to apply when you are in different phases of development. And I would like to respond to, the translation will follow. I will just finish my story, she makes notes. I would like to respond to one of our partner organizations in Cape Town, Abilimi. They did a very interesting study in where they developed a sort of continuum of development. And they designed, working with poor communities in Cape Town, specific tools for the first phase, for the second phase, and also gradually getting into a value chain development, having different mixes of financing involved. And gradually you see that less people are really involved in more commercial types of agriculture, because it's just simply a development process. Thanks much for your contribution. Donc, j'aimerais réagir sur 2 points, au fait. Il faut savoir que les gens avec lesquels nous travaillons ont différents profils. Donc, il faut savoir quels sont les outils à utiliser, les initiatives à mener et les objectifs à atteindre selon le type de profil, le type de profil des personnes avec lesquelles nous travaillons. Parce qu'il y a des personnes qui pratiquent l'agriculture, mais qui n'ont pas nécessairement un intérêt dans l'agriculture. Donc, il faut avoir différentes phases, différents moments et prendre en compte que les différentes phases de développement. Et ils ont créé des outils pour chaque phase, pour la première, pour la deuxième, pour la troisième phase, ainsi de suite dans le développement. Et ce qu'on constate, c'est que ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu moins de gens donc, qui ont travaillé dans l'agriculture dans un but purement commercial. Merci. Merci.
Donc je me tourne vers l'équipe de ENDA pour la question sur les phases de pré-test que vous aviez menées. Merci. Comment lutter contre la sécheresse? Je dois avouer que c'est une question auquel on n'a pas forcément la réponse pour l'instant à ENDA. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, en effet, on a connu une période qu'on n'avait pas connue avant, c'est-à-dire que manque de pluie, donc l'eau s'est fait rare. C'est pas qu'il y avait plus d'eau, c'est qu'elle s'est fait rare, donc les prix ont augmenté. Ça n'a pas arrêté complètement les familles pour autant, c'est-à-dire que leurs cultures se sont ralenties. Maintenant, on est quand même dans un pays où les pluies, ça dure toute une saison. On a vécu ce changement cette année en espérant que ça ne se reproduise pas les années à venir. Mais comment faire sans eau pour nourrir des plantes, c'est une excellente question. Et peut-être qu'à un moment donné, il va falloir que, on rediscute avec des chercheurs et avec Olna pour essayer de prévoir comment anticiper ce genre de phénomène pour que les familles qui sont vraiment investies et pour qui l'agriculture urbaine fait vraiment partie de leur vie maintenant, ne soient pas lésées par ça. Donc je suis désolée, je vous apporte une réponse partielle. Le fait est que pour l'instant, ça va encore, mais vous avez sûrement raison, peut-être qu'il faut commencer à enclencher des réflexions autour de ce phénomène-là. Pour ajouter quelque chose, à la pépinière, on travaille déjà sur l'amélioration des substrats, des supports de culture. Donc cette question de la rétention de l'eau, on y travaille déjà depuis plus d'un an. Et en fait, on revient sur la question du compostage, parce que le compost a cette qualité de notamment améliorer la rétention de l'eau pour les dispositifs dans des surfaces assez petites. On peut garantir quand même une rétention de l'eau assez intéressante pour avoir moins de nécessité de dépenses pour l'achat de l'eau à la fois et pour être plus résilient au moment de sécheresse. D'accord, merci. J'aimerais terminer vos interventions et nos discussions sur ce plan en posant une dernière petite question à l'ONG Grandir Dignement. De quel appui avez-vous aujourd'hui besoin pour étendre vos projets d'agriculture urbaine avec les mineurs incarcérés à d'autres centres ou à d'autres localités quand on arrive? Très brièvement. Pour pouvoir bien expliquer, je vais m'exprimer en malgache. Le fantanina hoe inona no atao hoe fanampiana ilainay mba ahafahanay manitatra an'le fambolena an-tanan-dehibe. Ato ato zany zay ao anatin'ny tetikasanay mihitsiny ny anitatra an'le dispositif ozy fitentsika mba ahafahana mampitombo an'le vokatra dia hampitombo karazana masomboly ihany koa. Ny fanampiana hoe tena hoe ilainay angambany dia eo amin'izay lafiny izay mihitsiny satria masomboly ray dia le fitaovana hoentina ametrahana an'ireo masomboly ireo satria ny mpamatsy anay dia ny vondrona européenne fa misy fetrany ihany nefa no amatsintra ireo anay dia raha tsy ohatra izay ka tsy mahita an'izay dia nofinofo ihany le tetikasa eritreretinay atao fa manampy anay zany ny fanjakana amin'ny fanomezana ny toeran'io mba ambolenay an'le izy. Izay aloha ny anankiray. Donc, très brièvement, ils ont besoin de diversifier leur culture, donc ils ont besoin de semences, ils ont également besoin d'équipements. Bien sûr, il y a les partenaires qu'ils ont déjà aujourd'hui, mais s'il y a d'autres donateurs, ils sont les bienvenus, évidemment. Donc, je tiens à remercier nos 5 intervenants pour leurs prestations respectives et pour ces échanges très fructueux. Merci également au public.